Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode numéro 4 du Talk Show qui compte. On se retrouve en live sur LinkedIn et après, on sera rediffusé sur toutes les plateformes. Je suis trop ravi de vous retrouver. Je me représente à nouveau, Mehdi Saoud, directeur administratif et financier chez Live Mentor, une école pour entrepreneurs. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose qui me tient à cœur en tant que DAF. Et ça va pas être de finance, mais ça va plutôt être de gestion juridique. Alors pourquoi j'ai voulu, avec mes invités du jour que je vais présenter dans la foulée, mais pourquoi j'ai voulu m'intéresser et parler tous ensemble de gestion juridique? Tout simplement, quand on est DAF, il y a le A de administratif qu'il ne faut clairement pas sous-estimer. Et le A de administratif cache pas mal de sujets, dont la partie gestion juridique. Bien souvent, on n'a pas le budget, on n'a pas la nécessité d'avoir une équipe juridique en interne, et donc il faut que nous, financiers, gestionnaires, on s'intéresse et on s'occupe de toute la partie gestion juridique. Donc aujourd'hui, c'était quoi l'objectif? C'était d'en parler. Pourquoi? Parce que la gestion juridique, clairement, connaît un bouleversement avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et donc, du coup, j'ai voulu réunir deux experts sur ce sujet pour démystifier c'est quoi la gestion juridique, comment aujourd'hui on peut l'appliquer avec l'intelligence artificielle, à quoi ça sert, les bonnes pratiques, etc. Bref, vous connaissez la chanson, il y a quatre rubriques et on va dans la foulée les redescendre. Avant de présenter nos chers invités, bien évidemment, on remercie tout le monde. On remercie le public, l'audience qui sont en train d'arriver. Vous êtes comme d'habitude très nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à agir et interagir dans le chat. Il y a Johanna qui est dans le chat, il y a aussi Alice. Bref, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va y répondre au fil de ce live et bien sûr à la fin. On remercie également, comme d'habitude, le délicieux sponsor de cet épisode et de ce talk show, à savoir Finpal by Conto. Qu'est-ce que c'est que Finpal? Finpal, c'est une communauté de financiers, entre autres, qui interagissent quotidiennement via des posts écrits, via des événements comme aujourd'hui, via des masterclass en live, en présentiel, etc. Bref, pour s'entraider, pour avancer en tant que financier et en tant que gestionnaire d'entreprise. Et le tout créé, bien évidemment, par Conto. Et du coup, assez parlé de moi, je vous propose de vous présenter tout simplement. Alors, aujourd'hui, on accueille qui? On accueille déjà Enzo. Enzo Spitaleri. Bien le bonjour. Qui es-tu? Quelles sont tes actus? Que fais-tu dans la vie? Raconte-nous tout. Bien le bonjour et merci beaucoup Mehdi pour l'invitation. Donc moi c'est Enzo Spitaleri, je suis actuellement Legal Product chez Tomorrow, une IA juridique basée sur un CLM, donc un Contract Lifecycle Management, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et avant ça, j'étais Legal Manager dans un organisme de formation que je crois que tu connais bien Mehdi puisque c'est Live Mentor. Et donc passionné par l'intelligence artificielle et notamment par la transformation des directions juridiques. Trop bien. C'est vrai qu'avec Enzo, on a bossé ensemble. C'était excellent, c'était exceptionnel. Mais la vie a fait qu'au bout d'un moment, voilà, il faut que chacun prenne sa route. Et tu me manques tellement qu'aujourd'hui, tu es à mes côtés. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup, Enzo. Et vous, monsieur? Qui Bonjour, êtes-vous? bonjour monsieur Saoud, merci pour l'invitation. Salut Mehdi, merci beaucoup pour l'invitation, pour la présence au podcast. Je suis Pierre-Louis Roquet, je suis avocat d'affaires et je dédie mon activité au conseil et au contentieux dans tous les domaines de la tech, la data et l'intelligence artificielle. C'est peut-être pour ça que tu m'as invité. Ouais, carrément. Tu vas avoir plein de choses à nous dire. Et franchement, on a bien hâte. Écoutez, merci beaucoup. Avant de passer un peu à vos actus, un petit icebreaker, juste j'en profite également, très important, de remercier toute la partie technique. Nous sommes accueillis aujourd'hui chez Podspace, donc on remercie bien sûr Johanna et Alice qui sont dans le chat, Amir et Maxime qui sont dans la partie technique. Et si on a aussi un aussi beau décor et un setup qui fonctionne, c'est aussi grâce à tout ce beau petit monde. Alors, avant de continuer, un petit icebreaker, messieurs. Déjà, si vous voulez refaire un petit point sur vos actus pro, perso, n'hésitez pas, sentez-vous libre, c'est aussi le parfait endroit. Mais en complément, ce que j'aime bien aussi, c'est faire un petit point d'entrée. Et là, j'aimerais bien vous poser la question, si vous étiez une clause contractuelle, laquelle seriez-vous et pourquoi? Qui veut commencer? Tu veux commencer? Moi, je serai la clause du SLA. Est-ce que tu sais ce que c'est le SLA? Alors, non. Soyons francs, non. Et je pense que nos auditeurs non Je plus. vais donc leur expliquer. Allez. Le SLA, c'est la clause dans le contrat qui est le Service Level Agreement. Et c'est le moment où les deux parties du contrat se rencontrent et vont venir tester leurs besoins et les capacités de l'autre. Pourquoi? Parce que la personne qui va faire l'offre de service ou de produit
évidemment, va accepter ou en dessous d'un certain seuil de disponibilité du service, elle puisse réduire le prix. Et donc, ça va venir challenger ses capacités et ses performances. Et ensuite, en face, tu as la demande du co-contractant qui, lui, va dire, bah, écoutez, moi, si je signe avec vous, c'est pour avoir du 100%, et en dessous de 100%, je ne paye pas, en fait. D'accord. Et dans les négos, le SLA, c'est les plus gros fights qu'il peut y avoir. Ok. En dessous de 99% du service, je te cut de 50% ce que je te paye. Ok. Bon courage dans les négos. Bon courage. Et alors, pourquoi on n'en entend pas beaucoup parler? Enfin, tu vois, moi, par exemple, bon, j'ai quand même quelques années d'expérience côté gestion juridique, mais un peu éloigné. Et j'en ai quasiment jamais entendu parler. C'est parce que tu n'avais pas un bon avocat, Mehdi. Oui, Oh là, j'espère qu'il n'est pas attention, connecté. attention à ce que je dis. Non, plus sérieusement, c'est le moment dans les négos où c'est un petit peu confidentiel parce que moi, le client que j'accompagne qui va être provider de service va accepter et reconnaître à ce moment-là qu'il n'est pas parfait et qu'il n'est pas capable d'assurer un service 100% du mois et que parfois, il se peut que le service soit down. Typiquement, récemment, il y a 1 an à peu près, tu as eu Windows qui était totalement down pendant presque une journée. Je t'assure que les contentieux qui en ont suivi, c'était énorme. Ah ouais. Quand Ok, tu arrives ouais. à la City à Londres et que ton ordi, tu le lances et qu'il ne s'allume pas, Ouais. c'est embêtant pour trader. Ok, passionnant. Dès l'intro, tu nous as déjà sorti une petite masterclass. C'est que la première. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Enzo? Moi, plus classique, je vais partir sur la clause de responsabilité. Une clause de responsabilité dans un contrat, c'est très proche à mes yeux de l'image de la direction juridique en entreprise et notamment de la part de responsabilité du juridique dans la direction financière. La responsabilité, pour les juristes, à mes yeux, elle est de pouvoir jouer un équilibre entre les enjeux de responsabilité, de conformité réglementaire, les enjeux de conformité juridique et ce besoin d'être business, ce besoin d'être une nouvelle position du juriste qui n'est plus une équipe support. Personnellement, moi, je n'en peux plus d'entendre ce terme d'équipe support. À mes yeux, on est plutôt une équipe business partner, un conseiller juridique au plus proche des directions juridiques, au plus proche des directions générales et au plus proche des directions financières. Donc, la clause de responsabilité. Ok. Très chouette. Bah écoute, merci beaucoup. Je suis d'accord avec Enzo et je trouve ça très intéressant, cette notion de business partner du juridique. Ouais. Parce que très souvent, on a été vus comme les mecs chiants, en fait. Soit dans une boîte, ou alors moi, on m'appelait en me disant je suis dans la merde, aidez-moi. Et c'est en train d'évoluer vers vraiment... Là, il y a de plus en plus de startups qui font appel à moi, par exemple, en me disant on sait que le juridique, c'est super important, on va sûrement lever des fonds, on a besoin, dès le début, d'être ultra carré sur toute notre masse contractuelle pour pouvoir apporter de la sécurité tant aux investisseurs qu'aux clients qu'on accompagne. Ouais. Mais complètement, et je le vois, moi je parle souvent de juriste pompier. C'est-à-dire que dans les entreprises, on a l'impression que le juriste, il est là pour éteindre les feux. Donc un feu, c'est quand les flammes sont déjà présentes et qu'il faut les éteindre. Et donc en fait, l'image du juriste, c'est il intervient, on le sollicite quand il y a un problème et il vient éteindre un feu. À mes yeux, c'est pas du tout ça l'image d'une direction juridique. Une direction juridique efficace, c'est une direction juridique qui est là dans toutes les décisions d'une entreprise. En amont des réunions, notamment, je prends l'image la plus simple, c'est dans l'adoption d'une nouvelle marque, d'un choix d'une marque, c'est d'être au plus proche des équipes marketing, puisque lorsque une marque va être choisie, il y a des intérêts de propriété intellectuelle et mettre un veto sur un nom puisqu'il va être usuel ou banal ou descriptif, c'est pouvoir anticiper des mois de travail sur le développement d'une marque pour qu'au final, elle ne se lance potentiellement pas parce que le juriste est arrivé trop tard sur la décision et qu'il bloque cette décision et qu'il soit vu comme un frein au business, alors que s'il avait été mis dès le début des choix stratégiques de marque, il pourrait tout de suite mettre un bloqueur et partir sur une marque qui est possible, qui est déposable auprès de l'INPI. Très chouette. Si tu t'aperçois de ça au lancement de la marque, c'est vrai que tu n'as pas l'air malin, quoi. Ouais. Et pour pallier, moi, ça, ce terme de juriste-pompier, ce que je propose de plus en plus à mes clients, ce n'est pas des interventions one-shot, mais c'est des abonnements sur la durée, des abonnements annuels, où ils peuvent m'appeler 24/7 en cas de besoin, je leur rédige leur contrat, je leur relis les contrats, je les conseille. Et ça, de plus en plus, je crée avec eux une relation de confiance où ils me voient vraiment ce qu'on dit, business partner dans leur activité, quoi.
Ouais, bah, c'est vrai que ce terme de business partner, c'est assez drôle, revient quand même souvent. Et il y a un parallèle qui est, du coup, au final, on partage vraiment les mêmes problématiques ou transformations de notre job en ce moment, parce que je vois que la direction financière aussi, on a toujours été considéré comme les personnes un peu chiantes de l'entreprise aussi. Mais de plus en plus, on a ce rôle un peu de financier pompier, financier business partner. Et bah, c'est drôle au final qu'on partage les mêmes enjeux. Et c'est aussi pour ça qu'on a vraiment besoin de vous et de vos conseils aujourd'hui. Mais nous aussi, on a besoin de toi, Mehdi. Ah bah, si on a tous besoin les uns des autres, c'est parfait. C'est parfait. Bon, bah écoutez, très chouette pour cette petite intro. Juste pour bien rappeler le déroulé. Souvenez-vous, nous avons comme d'habitude 4 parties. Au sein de ce talk show, il y a toujours la petite partie introduction, mais là j'ai l'impression que tout le monde est bien à l'aise, tout le monde est bien chaud, on va pouvoir y aller. Partie 1, la recette express. C'est en 1 minute environ, chacun autour de la table nous donne une masterclass, un retour d'expérience sur quelque chose que vous avez mis en place, une expérience que vous avez vécue et qui bien sûr va pouvoir servir toute notre audience. Partie 2, le mythe flambé. On viendra, vous savez que votre profession, votre environnement juridique, légal, derrière, il y a beaucoup d'a priori, de mythes, et on va essayer d'en déconstruire quelques-uns. Partie 3, le plat raté. Donc là, c'est la partie peut-être un peu plus storytelling. On sait que parfois, il y a pu avoir des fails dans vos expériences, mais derrière, toujours avec des apprentissages. Donc l'idée, ça va être de revenir sur certains d'entre eux. Et partie 4, et là, pour le coup, je fais aussi appel à tout le public qui est avec nous aujourd'hui, les questions qui piquent. Donc n'hésitez pas, on a déjà eu pas mal de questions en amont, mais n'hésitez pas à bien poster toutes vos questions dans le chat et à la fin, bien évidemment, on y répondra de manière la plus précise possible. Eh bien écoutez, si tout le monde est prêt, si tout le monde est chaud, je vous propose côté régie de passer au jingle pour la partie numéro 1, à savoir la recette express. Eh bien, c'est parti. C'est parti pour la partie 1, à savoir la recette express. Donc là, pour rappel, on va donner une masterclass, on va donner un cours, on va donner un retour d'expérience, quelque chose de très pratique, de très activable pour notre audience en 1 minute, ou plus ou moins, et on verra après si on en fait d'autres. Propose peut-être de commencer par toi, Enzo. On avait déjà discuté de quelques cas. Moi, j'avais peut-être un point qui peut, je pense, beaucoup intéresser notre audience, à savoir, je suis DAF, je suis financier, j'évolue dans une entreprise, mais je n'ai pas forcément le budget pour avoir un département juridique, un juriste en interne. Qu'est-ce que je dois faire au final? Comment je dois m'y prendre? Comment je dois m'y prendre pour malgré tout essayer de bien gérer ma gestion juridique, pour avoir un niveau de compliance plutôt OK? Et quand j'entends qu'est-ce que je dois faire, c'est les outils, la veille, on parle un peu d'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place? Bref, je te donne le micro, parce qu'en plus, tu es déjà passé par là, tu es déjà arrivé dans une entreprise où il fallait tout mettre en place sur la direction juridique, ou presque. Donc, éclaire-nous. Tout à fait. Moi, je pense que le meilleur moyen pour s'en sortir, c'est d'augmenter le budget humain. Non, non, la réalité, je pense que quand on arrive dans une direction financière, il y a un besoin du juridique et il ne doit pas être écarté. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est ce n'est pas parce que vous n'avez pas les besoins financiers pour de l'humain que le juridique, la gouvernance juridique doit être écartée. Ça, c'est déjà la première chose, puisque de toute façon, la réalité juridique vous rattrapera et ça fera d'autant plus mal. La chose étant, c'est que je pense qu'il faut, pour la direction financière, cartographier ses besoins. Souvent, et ça je pense que Pierre-Louis aussi en parlera parce qu'il partage cet avis, je pense, c'est lorsque les directeurs, les directions veulent implémenter une solution d'IA, ils veulent implémenter la solution d'IA sans avoir identifié leurs besoins initiaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent automatiser, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, quel est leur pain, donc c'est-à-dire quel est leur point de friction qui leur prend énormément de temps, puisque par définition, s'il y a une direction financière avec l'incapacité d'avoir un budget humain, c'est que derrière, il faut pouvoir automatiser certaines tâches pour pas que ça soit trop chronophage et donc essayer de supprimer les tâches à ce qu'on va dire à plus faible valeur ajoutée. Donc, le terme qu'on entend souvent, donc c'est-à-dire l'archivage ou tout simplement, c'est-à-dire qu'un contrat signé, c'est potentiellement un outil de signature électronique qu'on va
exporter le document, le mettre sur le bureau, le mettre dans un drive. C'est plein de petites micro-actions de clics qui sont des frictions et qui rajoutent du temps et qui font perdre du temps sur des tâches plus stratégiques. Donc, cartographier son besoin, connaître ses datas, avoir la connaissance de sa direction, combien de contrats sont signés en moyenne par an, quels sont les 5-10 contrats les plus importants, quels sont les OKR, les KPI que je veux mettre en France et que je veux mettre dans ma direction et que je veux traquer, et comment le faire le plus efficacement. Quel est donc l'outil qui m'est le plus intéressant à mettre en place. Je vais prêcher ma paroisse. Je pense que le CLM, le Contract Lifecycle Management, est intéressant puisqu'il permet d'automatiser toute la vie du contrat, de la création du projet jusqu'à l'archivage, le monitoring, donc de pouvoir avoir les rappels des contrats. Et ça, en fait, ça permet de se concentrer que sur le plus important du contrat, à savoir la négociation, à savoir le rappel pour n'éviter aucune échéance. Et ça enlève l'archivage automatisé, ça enlève toutes les frictions qui peuvent créer trop de temps et donc perdre les volontés des directions financières à mettre du juridique au sein de leur direction. Ok, très clair. Je reviens juste sur un petit point. Ouais. Tu as parlé de justement cartographier les besoins. Ensuite, on a parlé plutôt de organisation et documentation juridique. Très bien. Est-ce que d'expérience, si on parle des besoins, mais plutôt côté compliance, vraiment conformité, d'expérience, ça va être quoi les premiers besoins ou les premiers points d'attention en tant que financier, mais qui regardent un peu le monde ou la sphère juridique qu'il va falloir faire gaffe? Déjà, il y a des secteurs, des branches du droit qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire que le RGPD, c'est Ouais. inévitable, il faut le mettre en place. C'est dès le premier jour de la création de la structure et donc le directeur financier doit au quotidien veiller à être en conformité vis-à-vis de la réglementation du RGPD. Ensuite, c'est d'un point de vue secteur d'activité. C'est très difficile de te répondre puisque ça va beaucoup dépendre du secteur d'activité de l'entreprise. Quand on est dans un organisme de formation, c'est différent d'un marché type banque, finance, assurance avec toutes les notions de LCBFT, règlement DORA. Mais donc, c'est d'essayer d'automatiser une veille juridique pour être au courant dans son secteur d'activité des nouvelles réglementations qui vont venir impacter son quotidien, de savoir aussi quels sont les éléments sur lesquels il faut externaliser, la connaissance des directions sur qu'est-ce qui est important d'internaliser et qu'est-ce qui est important d'externaliser pour diverses raisons comme la délégation de la responsabilité ou alors parce que c'est un sujet trop technique et qui du coup là nécessite une analyse plus poussée. Je pense que c'est d'abord regarder son secteur d'activité, regarder les réglementations qui impactent son quotidien et essayer de voir en collaboration avec un cabinet d'avocats comment structurer pour avoir l'information et la mettre en place. Ok, très clair, très très clair. Pierre-Louis. Je suis d'accord avec Enzo et je résumerai la technique en 4 étapes. Identifier, cartographier, réaliser, tester et itérer. Et ces 4 étapes, quand on va mettre en place de l'intelligence artificielle ou de l'automatisation, par exemple, ça va nous permettre d'identifier les tâches qu'on souhaite déléguer à l'IA ou à l'automatisation. Ensuite, en les cartographiant en microgranularité, ça va nous permettre ensuite de passer à l'étape 3 et d'avoir ce test et cette réalisation qui collent parfaitement à la tâche. Je te donne un exemple. La tâche rédiger un contrat, ça veut rien dire. Je te dis ça, tu sais pas quoi faire. T'as l'air malin avec ça. Par contre, si tu la cartographies, la rédaction du contrat, c'est identifier les parties, identifier le secteur d'activité, identifier la clause de responsabilité, le SLA, le tribunal compétent en cas de conflit, est-ce que tu veux de l'arbitrage, est-ce que tu n'en veux pas. Et ça, donc, c'est toute la cartographie pour rédiger le contrat. Une fois que cette cartographie est faite, tu peux réaliser toutes ces tâches que tu as faites et ensuite tu testes et t'itères. Et pour revenir sur le deuxième point que tu posais à Enzo, qui est comment je m'assure dans une société que j'ai ou dans une start-up que je lance d'être compliant avec tous les règlements, toutes les lois qui sont en cours. Alors, évidemment, de mon point de vue, le juridique, c'est important. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut attendre de la transparence de l'ensemble des acteurs. Si toi, tu es DAF, mais que tu n'as jamais parlé à ton équipe tech,
bah, tu sais pas trop ce qui se passe en fait Ouais, dans le code. ouais, ouais. Typiquement, hein, tu veux un modèle d'IA dans ton DAF pour automatiser les finances, la suivi comptable, tout ce que tu veux. Ok, très bien, c'est faisable. Par contre, ton LLM, qui est le modèle de langage qui fait tourner les IA, euh, où est-ce qu'il est hébergé? Lequel tu prends? Quelles données t'envoies? Quelles données tu gardes? Quelles données tu filtres? Quelles données tu anonymises? Quelles données tu pseudonymises? Où est-ce que ton outil va être hébergé? Est-ce qu'il est hébergé chez un Américain mais présent en Europe? Est-ce qu'il est hébergé chez un Français présent en France, du type OVH? Et tout ça, c'est vraiment des discussions qu'il faut avoir en amont, tant toi avec ta team que nous, Enzo, en tant que juridique. Parce que moi, je passe énormément de temps avec les boîtes en amont pour comprendre leur business, comprendre comment ça fonctionne. Et la moindre zone d'ombre, il faut que je la lève. Ouais, je suis complètement d'accord. Et si je peux ajouter, c'est que souvent, les directions financières, mais en fait, les entreprises au global, elles prennent le juridique comme un ensemble très littéraire. Et moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. En fait, le juridique, c'est essentiellement de la donnée, c'est de la data. Un contrat, ce n'est que de la data. C'est du prix, c'est de la durée, c'est des engagements, c'est de la responsabilité. Et en fait, ça, c'est de la data qui est enrobée par une sous-couche de belles phrases. Mais l'essence, c'est, par exemple, sur certains outils, c'est de pouvoir identifier une fiche d'information avec les data clés du contrat. Et donc, quand une direction veut choisir un outil juridique, je pense que le plus important, c'est de le préparer en amont. Donc, de préparer ces data, parce que je pense qu'il n'y aura aucun bon outil si il se pose le why, donc le pourquoi, le qu'est-ce que je veux, au moment où ils vont faire leur benchmark d'outils. Mais c'est aussi notre rôle de les challenger. Complètement. Moi, je challenge mes clients. Typiquement, là, je bossais pour une startup qui crée un nouveau chatbot pour la recherche immobilière. Je leur dis, OK, c'est quoi votre modèle financier avec les agences? Est-ce que c'est un SaaS, un abonnement en Ouais, tant ouais. que logiciel? Mm. Est-ce que c'est un pay-per-use? Tu payes à l'agence, à l'annonce que tu déposes? Ou est-ce que tu payes au lead qu'on t'envoie? Et ces questions-là, ils se les étaient posées, mais c'est vrai qu'ils n'y arrivaient pas. Donc, autant il faut les mener à cette discussion pour faire en sorte qu'ils soient totalement capables d'avoir ces réflexions et ensuite d'arriver à une solution. Mais c'est aussi notre rôle, et là, on rejoint ce qu'on disait en intro, de business partner, d'accompagner ces sociétés dans ces réflexions-là et de leur dire, OK, bah, si vous fonctionnez comme ça, c'est telle conséquence. Si vous fonctionnez comme ça, voilà les autres conséquences. Et je pense que c'est ça qui est super important. Et les contrats doivent être personnalisés. Les contrats par défaut qu'on chope sur Internet, etc., ça ne fonctionne pas. Chaque boîte est Oui, tu différente. recommandes pas, j'imagine, en effet, d'aller vers les templates dispo sur Internet. Non. Non, ok. Bah, si tu veux. Tu vas m'appeler après. Mais après, voilà, je fais appel Tu vois, à moi toi. j'ai deux casquettes, c'est conseil, contentieux. Soit tu m'appelles avant et ça se passe bien, soit tu m'appelles pour le contentieux. Ça va bien se passer aussi, mais c'est chiant. Non, mais c'est vraiment drôle justement comment évolue en effet votre profession. On parle en effet maintenant d'outils, d'IA, de data, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément des composantes dont on pouvait s'attendre justement. Donc non, c'est vachement intéressant. Juste, je vois le temps qui passe, mais j'ai pas non plus envie de passer tout de suite à la partie 2. Pourquoi? Parce que j'aurais bien aimé quand même, Pierre-Louis, t'interroger. On parle beaucoup d'IA, d'ailleurs vous en avez parlé tout à fait naturellement. Admettons, de manière très basique, je suis financier, je n'ai toujours pas le budget, malgré tous les conseils qu'on vient d'avoir de l'humain pour m'accompagner sur la partie juridique, on va dire gestion juridique quotidienne. J'entends beaucoup parler d'IA, je veux mettre en place un agent IA, j'utilise des beaux termes. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est accessible en peu de temps? Qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que justement tu ne recommanderais pas de faire? Voilà, en quelques mots. Alors, ce que je ne recommanderais pas de faire, par exemple, c'est de rédiger tout un contrat avec ChatGPT. Ouais, et pour autant, on est beaucoup à le faire. Vous êtes beaucoup à le faire. Bah, c'est pas grave, parce que du coup, moi, ça On fera nourrit appel à l'aspect toi. contentieux. Mais plus sérieusement, c'est utile, quand on n'a pas les budgets, d'utiliser ces outils-là pour avoir une vision globale et réussir à avoir un premier jet qui soit pertinent. Si tu utilises l'IA sans connaître le juridique, tu vas aller droit dans le mur.
C'est un peu comme en ce moment toute la mode du vibe coding que je pratique. J'adore ça. Je sors des applis qui fonctionnent, etc. Par contre, derrière, il faut toujours faire appel à des devs experts pour être sûr qu'il n'y ait pas de faille dans ton produit. Sinon, ton appli, elle part en cacahuète. Et tu exposes ta clé API, par exemple, en front, et tout le monde peut l'utiliser, et t'es pauvre après. Et quand t'es pauvre, t'as pas le budget pour le juridique. La boucle est bouclée. Mais plus sérieusement, je pense qu'ils peuvent aussi se rapprocher d'incubateurs qui ont des outils, des conseils juridiques à leur fournir. Ne restez pas tout seul, même si vous n'avez pas le budget, dans le juridique. Et moi, ce que je fais aussi en ce moment, je suis Legal Business Angel. Donc, ce qui veut dire que je fournis des conseils juridiques et je rédige de la documentation comme des parts dans la société. Intéressant. Tu fais ça depuis longtemps? Depuis cette année. Enfin, 2025 du coup. Ok. Ça serait intéressant de creuser, de savoir justement quelles sont les premières actions que tu mets en place. Mais bon, là, on va pas avoir le temps tout de suite. Je vire tout le monde. Tyran, je suis un tyran. Donc les fondateurs. Ouais. Je prends 100% du capital, je ferme la boîte. Parfait. Non, en fait, avant de faire ça, très, très brièvement, ce que je te disais, c'est que je comprends le business, je comprends ce qu'ils veulent faire, où ils veulent arriver, et je les aide juridiquement à le faire, quoi. Ok, très clair. Écoutez, je vous propose qu'on passe à la partie suivante. Pourquoi? Parce que on sait qu'autour du juridique, encore une fois, il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de mythes, et on va essayer quand même d'en déconstruire quelques-uns. Ça fera pas de mal, ça permettra de remettre un peu les points sur les i et, comme on dit, l'église au centre du village, je crois, quelque chose comme ça. Et les barres sur les T. Donc, écoutez, en régie, on peut lancer le jingle pour la partie 2, s'il vous plaît. Et on enchaîne avec un gros budget accessoire, comme d'habitude. L'idée dans cette casquette contient une dizaine de mythes juridiques qu'on appelle les mythes flambés. Je vous propose chacun votre tour d'en piocher 1, 2, 3. On verra en fonction du temps qu'on a. Et après, comme d'habitude, l'idée, c'est de pouvoir un peu déconstruire tout ça ou juste d'affirmer, en vrai, peut-être que parfois, ce ne sera pas un mythe, mais une réalité, et un petit peu d'en discuter tous ensemble. Qui veut se lancer? À toi l'honneur. Allez, Pierre-Louis. C'est moi qui le pioche et qui le lis? C'est toi qui pioche et c'est toi qui lis. On a fait en sorte de bien écrire, donc normalement, ce sera plutôt bien lisible. Utiliser ChatGPT en interne ne pose aucun risque. Oh là 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 là, ça commence fort. C'est faux, c'est un mythe. Justement, on a commencé à en parler. Donc Alors, ça pose évidemment des risques, mais l'idée n'est pas de dire tous les risques que ça pose, parce que je pense que tout le monde le sait. Il y a des risques sur la gouvernance des données, des risques sur la fuite de données. D'ailleurs, je dis à toutes les entreprises qui nous écoutent, si vous ne formez pas vos équipes à l'IA et que pourtant vous leur mettez à disposition des outils d'IA, vous êtes en contradiction avec l'article 4 du règlement sur l'intelligence artificielle. J'espère vous avoir fait peur comme ça. Attention, parce que c'est une pratique qui est plus que courante, ça, pour le coup. Tout le monde aujourd'hui utilise l'IA dans les équipes, mais très peu sont formés. Et c'est ce qu'on appelle le shadow IA. Et c'est assez risqué, ce shadow IA, parce que tu as forcément un salarié ou ton associé ou un stagiaire qui va, à un moment donné, utiliser l'IA pour réaliser une tâche, parce que cette tâche est à faible valeur ajoutée, Enzo. Chiante. Et donc, il va le déléguer à l'IA. Mais ce qui est important de savoir, c'est que à partir du moment où on ne va pas lutter contre cet usage de l'IA, on a beau interdire des choses, les gens vont quand même le faire. Donc, autant les former, encadrer et leur mettre à disposition des outils d'IA qui soient conformes avec le secteur d'activité. La première des choses à faire, avoir un abonnement payant, paramètres dans le ChatGPT, tu décoches, utiliser l'entraînement du modèle, utiliser les données pour entraîner le modèle. C'est le b.a.-ba. C'est vraiment le b.a.-ba. Et au-delà de ça, en droit du travail, si tu as une fuite de données massive d'un salarié qui aurait utilisé l'IA, si le salarié n'a pas été formé à l'IA, il n'y a pas de sanction possible. C'est toi qui es responsable. Ah oui, ok. Mais alors du coup, j'ai peut-être deux sous-questions qui peuvent en découler. Un, est-ce qu'il y a un moyen de se rendre compte que certains de nos salariés ont utilisé des outils IA?
sans forcément les interviewer, aller voir sur leur poste de travail, etc. Est-ce qu'il y a un moyen, oui ou non? Et deux, quand tu dis former à l'IA, qu'est-ce que tu entends par formation? Alors, ça dépend les moyens de l'entreprise, mais la première chose que tu pourrais faire, c'est que si tu as un accès sécurisé à Internet dans tes locaux ou un ordinateur que tu leur fournis, tu peux bloquer l'accès à certains sites. Ok, Donc oui, ça, c'est la oui, première ça, étape. ouais. C'est un peu violent, mais c'est Mm. la première étape. Tu n'es pas à l'abri que les salariés utilisent à côté leur ordinateur Mm. perso. Mais première étape. Pour éviter ça, c'est important de parler avec tes équipes. Enfin, ne sois pas un tyran, parle avec tes équipes, demande-leur les usages, essaie de comprendre les tâches qu'ils n'ont plus envie de faire. C'est très Ouais, important, tu ouais. vois. Tu peux pas juste leur laisser faire des trucs sans t'intéresser à eux. C'est du management, mais tu as quand même en tête des tâches où c'est boring as fuck. Et donc, ensuite, tu passes à l'étape 2. Une fois que tu as discuté avec tes équipes et que vous êtes mis d'accord sur les tâches que, OK, en 2026, c'est un peu has-been, Mm. tu passes à la formation de tes équipes sur un outil que vous avez choisi ensemble. D'accord. Et à partir de ce moment-là, normalement, l'usage de ton intelligence artificielle dans ton entreprise, ta startup, tout ce que tu veux, sera un petit peu plus clair, un petit peu plus cartographié. Et n'oublie pas de rédiger une charte de l'IA. Eh oui, 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 oui. Et ça, encore une fois, on en voit très peu des chartes de l'IA. Très peu, trop peu. Trop peu. Il y en a une chez Conto. Certainement. Non, mais je pense qu'il faut mettre deux casquettes, c'est-à-dire les LLM traditionnels et ensuite les IA spécialisés, Ouais. qui sont basés sur des LLM traditionnels, mais qui sont réentraînés. Sur les LLM traditionnels, c'est un mythe partiel à mes yeux, puisque ça dépend de l'utilisation, ça dépend pourquoi on va l'employer. Donc la formation interne est très importante je pense que ça sert à rien de faire peur et de empêcher drastiquement les salariés de l'utiliser dans la mesure où ils seraient bien formés. Notamment, moi j'ai beaucoup utilisé l'intelligence artificielle, les LLM traditionnels, pour notamment quand on est seul sur un domaine, les juristes uniques, et les juristes uniques sont beaucoup pour se challenger, pour confronter ses idées, pour que ça soit un peu ton diablotin qui vient te poser les antithèses. C'est intéressant dans la mesure où ensuite, si on sait utiliser l'intelligence artificielle, si on sait comment prompter, si on sait comment anonymiser une donnée à l'entrée, c'est pas mettre la donnée et dire anonymise dans le LLM. Là, ça peut être intéressant et ça peut décupler les réponses et les capacités du département, du juriste, mais attention à ces usages. Ok. Je te propose, Enzo, de piocher un petit mythe. Le juridique ralentit la croissance. Ah Oh bah là justement, là là. ça fait un peu écho avec ce que vous disiez en intro sur le rôle de business partner, de juriste pompier. On va cut juste ma phrase et on va dire ah bah voilà ce qu'il pense vraiment. Bam, t'es viré. Non, pas du tout. C'est un mythe total. Le juridique, au contraire, n'est pas du tout là pour ralentir la croissance. Il est plutôt là pour la faire scale, donc la faire croître, mais tout en garantissant la réglementation, la conformité et protéger les intérêts des dirigeants, puisque ça reste intéressant. Mais pas du tout. Et je pense bien au contraire, on est dans une ère où le juridique est de plus en plus acteur de la croissance. Typiquement, les délais de négociation. Je vais parler de cet acteur, de cette fonctionnalité. Traditionnellement, avec Word et les outils traditionnels, je dis n'importe quoi, j'ai pas de data en tête, mais on passait un mois et demi à négocier un contrat. Si avec des outils comme des CLM ou d'autres outils d'IA, le délai de négociation est plus rapide, plus efficace, on passe à 10-12 jours de délai de négociation avec la revue contractuelle. En fait, du coup, c'est un contrat qui est signé plus rapidement, c'est du cash qui est entré plus rapide. En fait, de par ton délai de négociation entre le devis, la facture, etc., c'est de la croissance plus rapide pour l'entreprise. Et ça vient Et du juridique sécurisé. et sécurisé, puisque la négociation contractuelle a été vue par le juriste. Il l'a validée selon, par exemple, une politique contractuelle interne. Juste, il a augmenté sa rapidité de négociation et donc de signature du contrat.
Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que le juridique stabilise et sécurise une croissance. Si tu avais une croissance exponentielle sans le juridique qui suit, tu peux très vite, non pas te brûler les ailes, car Icare ne s'est pas brûler les ailes, mais les petits bouts de cire qu'il avait mis se sont décollés, donc tes ailes pourraient se décoller, et tu pourrais t'éclater au sol si tu n'as pas de juridique. Voilà, c'est la conclusion. Et j'aimerais bien juste, si on a encore un tout petit peu de temps, faire un dernier, mais que volontairement je pioche, mais que je vous... Tu connaissais les réponses. Tu veux dire que qu'il n'y j'ai a pas trouvé- de hasard? que j'ai trouvé très intéressant. C'est un hasard contrôlé, on va dire ça. Juste, côté RGPD. Le RGPD, c'est surtout un sujet marketing. C'est vrai. Non, je rigole. Parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui d'entreprises, services et compagnie. Oui, je suis RGPD compliance, donc ça donne confiance et donc c'est un argument commercial et marketing favorable. OK, ça je pense qu'on est plutôt OK, que ce soit un argument complémentaire. Mais justement, qu'est-ce que vous en dites? Si je peux y aller sur ce sujet, en fait, très récemment, il y a 2 jours, il y a eu un article d'une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Christophe Landa, qui a mis un exemple de RGPD qui m'a frappé. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il a donné cours en amphithéâtre et il a demandé à tous ses étudiants de sortir leur téléphone, de l'allumer, Ouais, de se mettre sur la galerie photo, n'importe laquelle, et de la Ouais. donner à son voisin d'en face. Le téléphone de la personne avec sa galerie photo. D'accord. Et en fait, c'est ça le RGPD. C'est pas contrôler ces données et n'autoriser que la sortie de données qui est voulue. C'est donner accès à des informations confidentielles dont on ne veut pas, on veut qu'elles restent confidentielles. Et donc, ce n'est pas un sujet marketing, c'est un sujet sociétal hyper important de protéger ces données personnelles. Oui, je pense qu'on oppose souvent les États-Unis, la Chine avec l'Europe, Ouais. Oui, oui. où on a cette grande phrase qui est en Europe, d'abord on régule et ensuite on innove, alors qu'ailleurs, d'abord on innove et ensuite on régule. J'entends ce qui peut être dit à ce sujet-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que la régulation, elle est quand même importante pour protéger, au-delà des boîtes, c'est important aussi de protéger les personnes physiques, leurs données privées, leurs données sensibles pour le RGPD. Et le RGPD, en fait, j'ai envie de te dire aujourd'hui, en 2026, le RGPD a 10 ans. Ah oui, déjà. Donc, que le temps passe vite. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, c'est même plus un sujet marketing, c'est un must-have. Si tu n'as pas de RGPD dans ton produit, il va rien se passer pour toi. Enfin, ton produit ne va même pas se lancer, tu n'as pas le droit de te lancer. Tu risques des sanctions de la CNIL, tu risques des gros problèmes si tu as des plaintes qui sont déposées en réversibilité des données, etc., etc. Donc, je pense que le RGPD est un must-have. Tu dois le structurer, c'est pas que marketing. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer dans le business, si j'entends que parfois c'est chiant. Ton registre de traitement des données, oui, c'est lourd à mettre en place. Je suis d'accord avec Oui, toi. on est d'accord quand même. Mais c'est nécessaire. C'est ça. Il faut l'entendre. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce dernier mythe flambé. Je vous propose qu'on passe à la partie suivante, partie peut-être un petit peu plus storytelling. Régie, si vous voulez bien lancer le jingle. Hop, je vais essayer de parler un peu plus proche du micro. Bah écoutez, merci beaucoup. On se retrouve pour la partie 3. La partie 3 qu'on a appelée le plat raté. Donc là, l'idée, c'est de parler d'un fail, d'un loupé, d'une anecdote, que ce soit de notre part ou d'expérience qu'on a pu rencontrer chez un client, dans l'entreprise dans laquelle on évoluait, etc. Toute confidentialité, bien sûr, respectée. De toute façon, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et bien évidemment, derrière, d'en tirer des apprentissages, des conclusions pour que ça nous serve, nous, en tant que financiers, en tant que dirigeants, bref, toute l'audience qui peut nous écouter à un moment. Qui veut se lancer? À moi l'honneur. Allez. Je dirais que quand j'ai, chez Live Mentor, donc dans Ouh là mon là. expérience, j'ai implémenté, Cut. j'ai implémenté une solution d'IA, un CLM. Je pense qu'à l'époque, je ne m'y étais pas assez préparé en amont pour 2 raisons. La première, ça rejoint le learning que je parlais en début, c'est de préparer sa donnée et ses connaissances. Je n'avais pas assez identifié
les contrats importants de l'entreprise, les clauses majeures, les clauses les plus souvent négociées, les délais de négociation, le volume historique existant à mettre et à importer sur l'outil pour pouvoir monitorer la base de données. Et donc, l'un des learnings que j'ai appris, c'est qu'il aurait fallu que je sois mieux préparé. Et le deuxième, c'est que je n'avais pas eu conscience que finalement, ce n'était pas un projet DAF, mais c'était un projet groupe, c'était un projet entreprise. Je pense que la meilleure manière de se préparer à la transformation digitale, et je pense que c'est ça, quel que soit l'outil, c'est de créer un comité de réflexion, un comité de transformation avec son DSI, RSSI, son marketing, son secteur achat, son service achat, son service juridique, son directeur financier. Et en fait, de discuter et de mettre chacun en exergue ses problématiques et ses enjeux de service pour préparer au mieux cet onboarding de cet outil et le choix de l'outil. Ouais, et je vois justement d'expérience, alors peut-être sans trop citer du coup la solution que tu as mis en place à l'époque, qui du coup est toujours plus que fonctionnelle. Mais c'est vrai que je vois aujourd'hui, clairement je suis pas le seul à l'utiliser. Chaque manager quasiment, voire des collaborateurs de certaines équipes l'utilisent au quotidien. Donc c'est vrai que c'est là où on se rend compte que dans un second temps, en effet, c'est vraiment un projet structurant pour la boîte. Tout à fait, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est quand même par contre important de commencer avec un petit noyau. Je pense que ça ne vaut pas le coup de commencer à déployer sur l'ensemble de la structure. Il vaut mieux commencer avec un noyau qui teste, donc d'en faire des champions ou des sponsors. Ça dépend. Des comment. pionniers. Référence à une communauté on, retrouvez-nous. Non, l'important c'est vraiment à mes yeux de commencer sur un noyau pour voir et d'avoir une preuve que ça fonctionne et qu'on peut le déployer. Puisque c'est comme on le dit, c'est un projet groupe, c'est-à-dire que c'est un projet structurant, et donc il faut commencer avec son premier contrat, faire valider, signer son premier contrat pour voir si ça fonctionne, et ensuite de le déployer avec ses 3 plus gros contrats, puis ses 5, puis ses 10, puis au fur et à mesure augmenter les équipes jusqu'à onboarder l'ensemble de son personnel. Ok, très très clair. Et toi Pierre-Louis, est-ce que tu as un petit plat raté? Ouais, j'en ai 2, je vais te faire entrer plat. Je rebondis sur ce que dit Enzo, et juste après, je vais t'expliquer une négo d'un contrat à 1,5 million qui a foiré pour une raison à la con. Je vous tiens en haleine. Sur ce que dit Enzo, c'est vrai que c'est important de mêler tout le monde, et lui, il était à l'étape 3 de ma méthode, c'est tester, itérer. Ouais. Et étant l'avocat d'affaires qui fait de la tech, c'est mon slogan LinkedIn, j'interviens aussi dans des cabinets, dans des écoles d'avocats pour parler agent IA, automatisation, créer son GPT, pour ce qui est de plus basique. Et en fait, j'ai eu des demandes absolument extravagantes d'avocats et de cabinets où ils m'ont dit je veux tout faire. Je lui ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire de tout faire? Et en fait, le mec m'a sorti une demande qui, en plus d'être absolument inutile pour sa pratique, relevait du fantasme. Et ça a été un plat raté parce que je me suis dit, bon, c'est cool, on a des agents IA en place, un peu d'automatisation et tout ça. Alors, je l'ai fait dans des cabinets où eux étaient, bon, on veut ça, ça et ça. Ok, très clair, on y va, let's go. Et lui, ce mec était complètement starbé, en fait. Il était allumé du ciboulot. Il voulait tout faire, voir toutes ses métriques, avoir des SMS quand il y avait un like sur son post LinkedIn. Je lui ai dit, mais t'es complètement barjot, mon pote. Arrête, ça n'a rien à voir avec le juridique et ta pratique. Et je pense, et pourquoi je dis que ça rejoint ce que tu disais, c'est que un peu de preuve, redescends sur ton besoin, teste, et de la preuve, teste et itère. Avance étape par étape. Pas too big, too fast, quoi. Sinon, ça n'a jamais fonctionné. Et en plus, après, il m'a dit, non, mais t'avais raison, ce que je t'ai demandé, c'était nul, j'en ai pas besoin d'avoir un SMS quand j'ai un commentaire. C'était débile, quoi, ce truc. Et la négo à 1,5 million qui a raté. Tu nous as tenu en haleine. Je vous le dirai pas. Non, plus sérieusement, j'ai toujours pas compris. C'est encore un mystère pour moi. C'était sur une clause de durée. Dans un contrat, tu as une durée, et ensuite tu as ou tu n'as pas une tacite reconduction. Tu peux avoir tacite reconduction, c'est-à-dire que ton contrat se reconduit à l'issue pour une période similaire ou une période plus courte ou une période plus longue. Tu peux avoir une période de négo qui s'ouvre à l'issue du contrat et tu vois si oui ou non tu poursuis, ou tu peux avoir un contrat à durée déterminée. Voilà, c'est la fin, merci pour tout, on plie bagage.
Et là, ce qu'il y avait, c'était d'un côté une partie qui voulait une clause à durée déterminée de 3 ans. Ok, oui. Et en face, une autre partie qui voulait une clause à durée indéterminée. Non, à durée déterminée, mais avec un renouvellement. D'accord, À la oui. fin, ok, Oui, comme classique, ça se tu fait. vois. Et tu pouvais résilier 6 mois en amont. Mhm. Et donc, tu avais vraiment la partie qui voulait la durée déterminée de 3 ans. Fin de l'histoire. Et tu avais l'autre partie qui disait 3 ans, renouvelable tacitement, mais si tu envoies une LRAR 3 mois avant, tout se passe bien. Et cette partie, elle voulait ça parce qu'elle était en levée de fonds. Et donc, elle pouvait pousser aux investisseurs en disant attendez, moi j'ai tel contrat qui est en cours, a priori, il va durer. Quoi. Oui. Et la partie en face n'a pas voulu l'entendre. Et donc, il y a même la partie qui voulait cette durée de 3 ans avec renouvellement tacite qui leur a dit écoutez, on signe le contrat, vous nous envoyez la LRAR dans la foulée. 1,5 million. Ok, donc oui, ça n'a pas signé du À coup. plat raté. Ça a cramé dans le four tout ce que tu veux. Quoi. Ça n'a pas signé. C'est Ok, cool. intéressant. Et qu'est-ce que... Mais je pense, avec du recul, qu'en fait, ils ne voulaient pas bosser ensemble. Oui, voilà, parce qu'au final, cherchent une excuse. comment tu aurais pu faire différemment les choses de ton côté? Prendre des parts dans la startup, virer tout le monde et faire. Non, je rigole. Mais, moi, j'ai discuté un peu avec tout le monde parce que quand tu es dans une négo, il faut défendre ton client, mais il faut aussi être assez juste dans la négo. L'idée, c'est de trouver. Le contrat, aujourd'hui, doit être vu comme un outil économique très important. C'est le bouclier et l'épée de la boîte. L'épée, parce que tu peux aller attaquer si ça ne fonctionne pas. Le bouclier, parce que ça te protège. Ouais. Mais ça doit être... Bon, quand c'est ton client, évidemment que tu essayes de l'avantager dans la négo du contrat. Mais ça doit être assez équilibré. Donc, dans la négo, tu dois aussi dire à ton client, bon, voilà, calme tes ardeurs, c'est vrai qu'ils ont raison. Baissons un peu les attentes, adaptons-nous. Tu as un grand exemple dans l'art de la négociation par Harvard. Tu as les 4 piliers de la négociation. C'est, tu as 2 personnes, tu as une orange au milieu. T'en as une qui veut faire du jus, l'autre qui veut faire le cake. L'idée, c'est que celui qui veut faire le jus, il presse l'orange, il est le jus. Et celui qui veut faire le cake, il prend l'écorce et il te fait une orange confit pour mettre dans son cake. Tu vois. Et tout le monde est content comme ça. Et celui qui veut absolument couper l'orange en deux, il n'a rien compris. Tu vois l'image ? Ouais, je vois. T'as pas une orange ? Et ça, c'était un gros plat raté. Ouais. Mais ce que je te disais, c'est qu'avec du recul, je pense qu'ils ne voulaient pas bosser ensemble. Oui, voilà. En effet, ce J'en fais ressenti. encore des cauchemars. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Peut-être en guise de dernière partie de conclusion, je vous propose qu'on passe un peu aux questions du public, de l'audience, à savoir les questions qui piquent. Régie, vous pouvez partir sur le jingle. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps pour aborder quelques questions, les questions qu'on a eues avant ou pendant ce live, cet épisode. Je vous propose d'en prendre une ou deux en fonction du temps qu'on a. Il y avait déjà une première question. Alors, l'IA, vous vous en doutez, revient quand même très souvent. Là, on est sur une question un peu métaphysique, philosophique, mais ça, je sais pas, ça me parle et ça fait écho. Une question d'Elias, à savoir, est-ce que le droit doit s'adapter à l'IA ou l'inverse ? On est sur de la réflexion métaphysique. Non, mais la réponse est la suivante. Tu as un règlement IA, donc l'IA doit s'adapter à ce règlement IA. Fin de la discussion. Tu vas avoir des jurisprudences françaises et de la Cour de justice de l'Union européenne qui vont apparaître dans quelques années. Et celle-ci, par contre, la jurisprudence, devra éventuellement s'adapter à la pratique, que ce soit de la jurisprudence ou des directives européennes, pour justement éviter de faire une régulation qui ne soit pas pertinente par rapport aux usages. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vas avoir dans 2 ou 3 ans une réforme du RGPD pour le simplifier. D'accord. Tu as un package Okay. de la CJUE qui est en cours de discussion, en cours de vote. Je crois que c'est Magicobus, mais je ne suis plus sûr du nom. Ok, très clair. Tu es aligné avec ça ? Aligné. En fait, pour moi, c'est juste 2 lectures différentes. C'est-à-dire que l'IA doit s'adapter au droit d'un point de vue réglementation, d'un point de vue contrainte, IA Act. Et le droit doit s'adapter aux pratiques de l'IA, donc doit changer sa manière de travailler. En fait, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que le droit doit s'adapter à l'IA sous raison de la réglementation IA. Je pense que les trucs comme ça, tout le monde peut être content. Ok, très très clair. J'enchaîne assez vite pour qu'on ait quand même le temps de traiter quelques questions. J'ai une question qui me faisait un peu écho forcément. Comment travailler efficacement quand on est avocat, juriste, avec un DAF, avec un financier ? Il y a quand même beaucoup de DAF et de financiers
qui nous écoutent. On sait qu'on doit très souvent bosser main dans la main et c'est superbe. Comment travailler efficacement? Comment éviter des points de friction, des points d'incompréhension de vos expériences? Est-ce qu'on est simple au quotidien, nous, les financiers? Oui, parce qu'on a chacun nos enjeux, en fait. Et pour comprendre les enjeux d'une personne, il faut que cette personne t'ait expliqué le pourquoi de ces enjeux. C'est comme si moi, je te disais, tu mettras du RGPD. Tu vas me dire, mais c'est qui ce mec? Et par contre, si je t'explique, bah écoute, le RGPD, c'est important parce que derrière, tout de suite, ça fluidifie et ça détend la relation entre le DAF et le juridique. Et pareil, le DAF devra m'expliquer pourquoi lui, tel point, c'est super important. Bah parce que les finances, ceci, cela. Donc c'est vraiment un outil partagé et connaître un peu le métier de l'autre. Parce que c'est vrai que si tu connais pas le métier, tu comprends pas les enjeux. Ouais. Ok, donc le côté pédagogue qui revient aussi souvent dans notre métier de financier, c'est quelque chose que tu mettrais du coup en avant. Oui, Ouais. et de la transparence aussi. Ouais. Dire D'accord, j'ai pas oui, le oui, budget, oui. bon, bah, ça veut rien dire. J'ai pas le budget parce que voilà comment on a alloué le budget, voilà le budget qu'on a voté, donc tel outil, bon, bah, selon nous, c'est un peu trop cher parce que le ROI sur cet outil, c'est ça, etc. Transparence, discussion et transparence. Oui, et puis c'est quand même deux professions qui matchent assez facilement. Entre le juridique et le directeur commercial, il y a des fois un peu plus de friction qu'entre deux équipes historiquement support qui ont des intérêts communs, de protection des dirigeants. C'est un peu plus simple à allier la finance et le juridique. Ok. Très bien. Et j'avais une dernière question avant de passer un peu à la partie de conclusion, qui du coup fait un peu écho avec tout ce qu'on s'est dit, IA, outillage, etc. À partir de quel stade de développement, selon vous, d'une boîte, d'une start-up, faut-il mettre en place soit un outil juridique, soit une IA spécialisée dans le juridique? Est-ce qu'il faut attendre, je sais pas, il y a des caps un peu psychologiques. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir fait son premier million, d'avoir ses 10 premiers salariés, d'avoir ses 150 premiers contrats? Ou non, dès le début, il faut Bah, s'y intéresser? faut que ce soit raisonné. Quand tu lances une start-up, tu vas pas tout de suite mettre un directeur juridique. On est d'accord. Donc on pense plutôt à un outil juridique, mais qui parfois aussi peut avoir normal, ça peut être un certain investissement. Oui, enfin, ton outil juridique, il va être utile pour tes contrats, par exemple. Si tu n'es pas apte à connaître le juridique, ne prends pas une IA juridique. Enfin, elle va te servir à rien. Tu Ouais. vas poser une question, elle va te répondre, tu vas penser que c'est vrai. Mais si ta question est mal posée sur ce chatbot juridique, bon, bah, ta réponse, elle est erronée et toi, tu risques de faire des erreurs. Vraiment, fais-toi accompagner. Et il y a énormément de choses qui existent pour les accompagnements. En incubateur, en région, etc. Se faire accompagner sur le juridique dès le début. Parce que si ton juridique, il n'est pas solide dès le début, vraiment, tu as des fondations qui sont brinque-ballantes. Moi, je dirais que ce n'est pas du tout une question de volume. Enfin, c'est pas du tout une question, justement, au contraire. C'est pas du tout une question de chiffre d'affaires ou de maturité. Tu peux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec un seul contrat dans l'année. Mm. Et dans ce cas, Bien sûr. va plutôt te faire accompagner par un prestataire externe plutôt que d'internaliser un outil. Si par contre, tu signes 200, 500 contrats par an, du coup là, ça commence à devenir une tâche chronophage et donc là, ça devient intéressant. Et ça peut être 500 contrats pour au final 30 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, c'est complètement à mes yeux décorrélé. Et aussi, secteur d'activité, je reviens dessus, c'est pas la même chose d'être dans la formation ou dans la grande distribution et être dans la banque, finance, assurance, qui sont des marchés avec des agréments, des marchés très compliqués. Et donc là, oui, avoir du juridique à la jeunesse du projet, c'est déjà plus intéressant puisque c'est plus, il aura un impact bien plus fort que protéger des intérêts. Il sera acteur de la croissance. Ok. Très clair. Aligné avec ça, Pierre? Oui, totalement. Ouais. Totalement. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au petit mot de conclusion parce qu'il est malheureusement bientôt l'heure de vous libérer, messieurs. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous, déjà au public, à l'audience que vous nous regardez en ce moment même ou que vous nous regardez en replay. Un grand merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode du Talk Show qui compte. C'est franchement toujours un plaisir d'être parmi vous. Un grand merci bien évidemment encore une fois au sponsor FinPal by Conto, sans qui tout ça clairement ne serait pas possible. Donc franchement, merci beaucoup d'acter en ce sens et de favoriser les échanges entre professionnels de la gestion financière, de la gestion d'entreprise. Clairement, c'est d'utilité publique. Et bien évidemment, un grand merci à vous deux, messieurs.
En guise de conclusion, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on Au veut bistrot. Au bistrot, très bien. De ton côté, Pierre-Louis? Non, plus sérieusement, je suis très actif sur les réseaux, sur LinkedIn, j'ai mon site web. Je vous réponds sur WhatsApp, sur tout ce que vous voulez. On est flex. Merci Mehdi pour Eh bien, on l'invitation. n'hésitera pas. Bon, franchement, c'était un plaisir et je pense qu'on a encore de quoi parler pendant des heures et des heures, mais on Total. verra. Peut-être qu'un jour, on se refera un autre live plus long, on verra. En tout cas, c'était franchement un grand plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Et Enzo, pareil, bien évidemment, un moi, grand de plaisir. même. Tu sais que... Mais de même, merci encore. Merci Quanto, merci Mehdi. Donc moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je suis aussi assez présent et j'ai lancé une communauté de juristes qui veulent parler d'IA. Donc vous êtes aussi les bienvenus si ça vous intéresse. Et on peut te retrouver sur scène aussi, tu fais des one-man shows. Bien accompagné. Bah oui, parce que pour la petite anecdote, vous avez participé à ce qu'on appelle le Legal Comedy Show, Tous les deux. tous les deux. Et ouais, ça avait l'air d'être un bon moment. C'est bien marré. Ouais. Mais ce qui se passe au Palais des Glaces reste au Palais des Glaces. Bon, en tout cas, on n'hésitera pas à regarder le replay, tout comme n'hésitez pas à regarder ce replay qui sera disponible très vite sur toutes les plateformes classiques et inimaginables. En attendant, encore une fois, un grand merci à toutes et à tous, un grand merci à la technique, et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. À bientôt tout le monde.